dans le programme de travail et de recherche que j'ai inauguré il y a plusieurs années sur les mutations de la démocratie contemporaine. Il va être consacré aux transformations de la société démocratique, alors que les deux premiers volets de cette recherche avaient été consacrés aux autres dimensions de la démocratie, puisqu'on peut dire que la démocratie peut être comprise comme une forme d'activité civique, la démocratie peut être comprise comme un régime, la démocratie peut être comprise comme une forme de gouvernement, et la démocratie peut être comprise comme une forme de société. Le premier volet de cette recherche avait été consacré à la démocratie comme activité démocratique. Les résultats de ce travail, qui avait été présenté dans le cours de 2006, ont été publiés dans l'ouvrage « La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance ». C'était une étude de ce que j'ai appelé le décentrement des démocraties qui se développe dorénavant au-delà de la sphère électorale représentative, les citoyens se présentant peut-être moins souvent aux urnes, mais se manifestant par d'autres biais dans la sphère publique. J'avais analysé aussi dans ce premier volet de ma recherche les nouveaux rapports entre défiance et confiance dans la construction démocratique. L'idée même d'élection étant liée à celle de mandat, c'est-à-dire de délégation de confiance, alors que j'ai montré comment la défiance jouait un rôle croissant avec la montée en puissance d'un ensemble de pratiques, de surveillance, d'empêchement ou de jugement au travers desquels s'exercent des pouvoirs de correction et de pression des citoyens. À côté du peuple électeur, monte ensuite ainsi en puissance un peuple vigilant, un peuple veto et un peuple juge. Le deuxième volet de cette recherche sur les mutations de la démocratie contemporaine avait été consacré à analyser le caractère problématique de la légitimité démocratique. Là aussi, il y a des formes de décentrement des démocraties, en ce sens que si l'on reconnaît que le peuple est la source de tout pouvoir démocratique, on reconnaît en même temps que l'élection ne garantit pas automatiquement qu'un gouvernement soit au service de l'intérêt général, ni qu'il y reste, et que donc le principe électoral de majorité ne vaut que comme une fiction empirique de la volonté générale, et que le verdict des urnes ne peut donc plus être compris comme le seul étalon de la légitimité. Et les citoyens ont de plus en plus fortement conscience de cette distinction qui entraîne une appréhension élargie de l'idée de volonté générale. Et que dans ces conditions, un pouvoir n'est désormais considéré comme pleinement démocratique que s'il est soumis à des épreuves de contrôle, de validation, qui sont à la fois concurrentes et complémentaires de l'expression majoritaire. Il en résulte ce que j'ai appelé une nouvelle économie de la généralité, puisque si beaucoup de travaux ont mis l'accent sur la notion de volonté, la volonté générale, j'ai pour ma part davantage cherché à préciser le concept de généralité démocratique. Et comment, à côté d'une généralité que l'on peut dire agrégative, c'est-à-dire une généralité qui additionne des voix ou des opinions, pouvaient être dégagées d'autres formes de généralité, une généralité négative, une généralité que j'appelais réflexive, qui est fondée sur la pluralisation et la démultiplication des institutions et des modes d'expression, c'était la grande idée d'un philosophe comme Condorcet, et enfin une généralité d'attention à la particularité, et donc on peut dire une généralité par immersion dans la masse des particularités. Et qu'un pouvoir démocratique, dans ces conditions, doit se plier à un triple impératif de mise à distance des positions partisanes et des intérêts particuliers. C'était la notion de légitimité, d'impartialité. Il fallait aussi prendre en compte
des expressions plurielles du bien commun, cela correspondait à la légitimité de réflexivité, et reconnaître en même temps toutes les singularités, c'est la notion de légitimité et de proximité. Et c'est à partir de ces catégories de la généralité et de ces nouvelles figures de la légitimité que l'on peut théoriser le développement d'institutions comme les autorités indépendantes et les cours constitutionnelles, même si leur mode d'existence actuel n'est que très loin, dans bien des cas, de représenter un élément de construction démocratique comme celle que la théorie pourrait suggérer. Et que de l'autre côté, on voit bien que la démocratie en tant que forme de gouvernement correspond à une attention, ou en tout cas à une demande des citoyens, d'attention plus grande des pouvoirs politiques à la particularité des situations sociales. Le troisième volet est donc celui de la société démocratique. Cette société démocratique, nous allons l'analyser en traitant ce qui constitue le trait majeur, et on pourrait dire le fait générateur de la notion même de société démocratique, c'est celui de l'égalité. De la même façon qu'avec les deux premiers champs que j'ai introduits, nous verrons que ces mutations de la démocratie présentent deux traits saillants et remarquables. Le premier trait saillant, c'est que les démocraties progressent en se pluralisant et en se complexifiant, et non pas en se simplifiant. Exactement à l'inverse de ce que disait Tocqueville et de ce que l'on pensait au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la notion de complication institutionnelle était liée à ce qu'on appelait à l'époque le caractère gothique des anciennes institutions féodales. À côté de ce caractère gothique des institutions féodales, qui enchevêtraient des systèmes de représentation, qui enchevêtraient des pouvoirs, eh bien, l'idée de la démocratie moderne allait être celle d'une simplification des institutions. Les raisons de cette complexification et cette pluralisation, elles ont à la fois des motifs sociologiques et des motifs mécaniques. Les motifs sociologiques, c'est que le sujet de la démocratie qui apparaissait dans l'unité de son évidence lorsqu'il s'agissait de combattre d'anciens régimes, ce sujet, le peuple ou la nation, est apparu comme un sujet introuvable qu'il fallait construire. Il fallait l'expérience, il fallait les ressources de la réflexion et de la construction intellectuelle pour en donner une figure, et que d'une certaine façon, on ne pouvait l'approcher qu'en le démultipliant, qu'en le décrivant sous ses différentes facettes, et non pas en prétendant pouvoir le saisir à travers une seule forme de conceptualisation, à travers une seule de ses représentations. Cette complexification et cette pluralisation, elle tient aussi à des raisons mécaniques, c'est que toute institution, c'est ce qu'enseigne, si je puis dire, la sociologie des organisations, c'est que toute institution engendre en permanence les conditions de son dysfonctionnement, et que le remède au dysfonctionnement est dans la pluralisation et non pas seulement dans la perfection mécanique d'un système dont le fonctionnement utopique permettrait en lui-même de trouver la ressource à son fonctionnement satisfaisant. Dans l'ordre de la politique, dans l'ordre de la considération de la démocratie, c'était tout ce qu'ont apporté les travaux sociologiques sur ce qu'on a appelé l'entropie démocratique. Et bien sûr, à un niveau plus général, c'est ce qu'ont apporté les travaux sur la critique, en termes de philosophie politique, du totalitarisme, comme une sorte de perversion interne à une certaine mécompréhension de la démocratie. Deuxième très saillant de l'évolution des démocraties, c'est le caractère équivoque des démocraties. Elles sont à la fois toujours plus une solution et un problème. On voit bien, pour se référer à l'exemple que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure, qui a fait l'objet du premier livre de ma trilogie, La contre-démocratie, que les formes de souveraineté négative qui sont à l'œuvre dans ces formes contre-démocratiques, elles ont à la fois l'aspect éminemment positif de représenter un contrepoids,
de représenter des contre-pouvoirs, mais qu'en même temps, elles peuvent prendre l'aspect beaucoup moins positif d'une dénégation de type populiste. De la même façon, on voit bien, pour faire référence à cette notion de proximité que j'employais tout à l'heure, que la proximité peut être à la fois la condition d'une réappropriation sociale de la politique et en même temps d'une manipulation médiatique. Donc les démocraties sont de plus en plus complexes et sont de plus en plus ambiguës. Ces deux traits généraux, nous allons les retrouver en traitant ce qui fait le cœur des sociétés démocratiques, c'est l'égalité. Je me suis tourné vers cette question des sociétés démocratiques car l'on sait depuis la Révolution américaine et la Révolution française que la démocratie est une société autant qu'un régime. D'ailleurs, le terme même de démocratie, lorsqu'il a commencé à être employé dans le vocabulaire politique, non pas tant pendant les révolutions françaises et américaines qu'au début du XIXe siècle, l'a été dans un sens sociétal. Il a été dans un sens sociétal parce que le terme de démocratie en 1789, par exemple, renvoie à l'Antiquité ou à des expériences marginales. Si vous regardez l'encyclopédie ou si vous regardez des dictionnaires de la fin du XVIIIe siècle, vous verrez que plusieurs de ces dictionnaires mentionnent démocratie mot vieilli. Mot vieilli parce que faisant référence soit à des expériences marginales de canton suisse, soit à une histoire très ancienne, celle des cités grecques. Alors qu'en revanche, c'est davantage à travers l'idée de société démocratique, c'est-à-dire de monde de l'égalité des droits, de monde des semblables, que va être employé le mot démocratie au début du XIXe siècle. Ce qui fait que dans un pays comme la France, où il y avait le suffrage censitaire, il était très fréquent de dire dans les années 1820 que la France est pleinement une démocratie, mais une démocratie sans suffrage universel. Et du coup, certains disaient la France est une démocratie, mais hélas, elle n'est pas encore une république. La république était le régime du suffrage universel, la démocratie était ce régime de l'égalité des droits et de la société des semblables. Et dans la société américaine, j'en dirai quelques mots dans certains passages du cours, dans la société américaine, le mot démocratie, c'est véritablement, l'usage du mot démocratie s'est véritablement développé au moment de la période jacksonienne, c'est-à-dire au début des années 1830. Et là aussi, le terme démocratie est toujours associé à la montée en puissance de l'homme commun, du common man, beaucoup plus qu'à la définition d'un certain type d'institution et de régime. Mais si je me suis intéressé à cette question, ce n'est pas simplement pour compléter, je dirais, l'étude de ce qui apparaîtrait comme une définition nécessairement développée du mot démocratie. À chaque fois que l'on se pose une question, on doit essayer de trouver quelle est la perplexité ou la difficulté à laquelle il faut répondre. Et si je me suis intéressé, et je vais m'intéresser avec vous dans ce cours, à l'histoire de l'égalité, à l'histoire de ses formes et à l'histoire des débats sur ces formes, c'est parce que aussi on peut considérer aujourd'hui que nous sommes face à une situation qui peut appeler paradoxale. Dans nos sociétés contemporaines du début du XXIe siècle, on peut dire qu'il y a à la fois plus d'égalité et moins d'égalité. Il y a à la fois plus d'égalité, c'est-à-dire une sensibilité croissante aux discriminations. On pourrait dire que l'égalité de statut ou la demande d'égalité de statut progresse, d'où l'importance croissante que prennent des termes comme ceux de dignité, de responsabilité, de lutte contre le mépris. La sociologie, généralement, a accolé un terme à celui de cette notion d'égalité de statut, c'est celui de reconnaissance. Et de l'autre côté, il y a, pourrait-on dire, un recul ou des formes de recul à la sensibilité aux inégalités économiques. Je l'expliquerai de façon précise, de façon plus avant. On peut dire donc que les principes de reconnaissance et les principes de redistribution semblent être divergents, alors même que la notion première d'égalité des conditions
semblait lier ces deux termes. Il faut bien prendre la mesure de ce tournant, de cet écart entre reconnaissance et redistribution, entre l'égalité statut, si l'on veut, et l'égalité solidarité. Prendre la mesure de ce tournant, c'est d'abord voir qu'il introduit une dimension qui est totalement étrangère à ce qui était, là encore, la vision tocquevillienne de la marche de l'égalité. La vision tocquevillienne de la marche de l'égalité, c'est que le développement de l'égalité est un fait providentiel. Je le cite au début de la démocratie en Amérique. Il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine. Tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement. Et on trouve dans son vocabulaire aussi la notion de révolution irrésistible, la notion de caractère religieux liée à cette dimension qu'il appelle aussi dans la citation que je viens de mentionner, providentielle. Eh bien, là, nous avons au contraire le sentiment d'une réversibilité et non pas d'une irréversibilité. Alors peut-être pour aller plus avant dans cette compréhension de ce tournant, le détour par l'histoire sera très important, car dès la seconde heure de ce cours, nous verrons que dans l'histoire des révolutions américaines et françaises, le problème de la redistribution était ignoré ou était fortement secondarisé, et j'analyserai pourquoi. Et qu'au contraire, dans l'histoire des démocraties, cette question de la redistribution est devenue progressivement essentielle. Et en faisant la distinction entre ce que j'appellerais une égalité-mesure et une égalité-relation, nous verrons comment l'égalité-mesure a pris une importance croissante. Et si elle a pris une importance croissante, c'est que le fait social majeur qui s'affirme en Europe à partir des années 1830 et 1840, un peu moins aux États-Unis, nous verrons les raisons, pour quelles raisons. C'est celui qu'il y a le sentiment qu'alors que l'idée de la liberté et de l'égalité moderne s'est forgée dans un contexte où la nation ou la société civile apparaissait comme un ensemble en voie d'unification, au contraire s'impose rapidement le sentiment que la nation se fragmente et que la nation prend les espèces d'une espèce de dualité essentielle. En Angleterre, ce qui a le mieux traduit cette dimension, c'est certainement le roman de Disraeli, Sibyl of the Two Nations, de 1845, et où il dit que se forment dans le pays des habitants qui habitent des cités différentes, des habitants qui ont des nourritures, des habits, des mœurs, des fréquentations différentes, et qu'ils forment, à proprement parler, non plus une nation britannique, mais deux nations séparées. Ce thème des deux nations séparées, il sera très puissamment développé en France aussi, dès le début des années 1830. La Ponneray, qui est une des grandes figures du républicanisme français des années 1830, peut-être celui qui, à travers les cours publics qu'il donnait sur la Révolution française, a le plus transformé la mentalité des artisans et des ouvriers de l'époque, puisque ces livres étaient diffusés sous la forme de petites brochures très, très populaires. Dans une lettre aux prolétaires de 1833, écrit « Les 33 millions d'individus qui peuplent la France sont partagés en deux nations, dont les intérêts sont bien distincts, bien séparés, savoir la nation des privilégiés et la nation des non-privilégiés ou prolétaires. » C'était donc revenir à l'opposition qui avait été précédemment, qui était supposée être précédemment vaincue entre la France de l'Ancien Régime et la France du Nouveau Régime, entre la France du tiers-État et la France du monde féodal. Cette coupure, elle va devenir le problème central avec la question du suffrage universel. Comment refaire une nation une? Comment refaire une société de semblables? Ça va être le grand thème de la question sociale de 1848 à 1914.
avec deux types de réponses que nous analyserons évidemment très longuement dans le cours. Un premier type de réponse, c'est ce que j'appellerais la reconstitution d'une nation externe, la reconstitution négative de la nation, à travers la xénophobie, à travers les formes du nationalisme. Le mot nationalisme change de signification dans les années 1880-1890, partout dans le monde, et à travers aussi des formes de ce que j'appellerais le national-protectionnisme. Et de l'autre côté, une forme de nation que l'on pourrait dire interne, une nation redéfinie par sa cohésion, et non pas une nation définie par sa distinction, c'est la nation qui sera fondée sur la redistribution. Et c'est la révolution de la redistribution qui redéfinira complètement l'idée même de nation ainsi que la conceptualisation de l'égalité. Et les quelques chiffres qui permettent de donner la mesure de ce qu'était cette révolution de la redistribution s'expriment tout simplement dans les chiffres concernant le montant du prélèvement fiscal, l'organisation des dépenses sociales, les taux marginaux de l'imposition sur le revenu, dont la mise en place est évidemment directement liée à cette révolution de la redistribution. Quels ont été les vecteurs de cette révolution de la redistribution qui ont amené à penser dans des termes nouveaux la question de l'égalité? Il y a d'abord une révolution intellectuelle. Cette révolution intellectuelle, elle tient en deux aspects. Tout d'abord, une recompréhension radicale de ce que veut dire une société. Il y a en effet, c'est très frappant, une sorte de convergence entre les travaux d'anthropologues, entre les travaux de sociologues, entre les travaux même de sciences naturelles qui se développent dans les années 1870 et 1880 et qui informent progressivement une nouvelle conception de la société. Conception de la société définie comme un organisme et non plus simplement définie comme un contrat. Cette modification radicale des visions de la société, elles ont été développées en Angleterre à travers les œuvres de ceux qu'on a appelés les nouveaux libéraux, les philosophes comme Hobhouse, comme Hobson, philosophes et sociologues comme Green aussi. En Allemagne, c'était le socialisme de la chair, le Kathedersozialismus, avec Wagner, Scheffel. Et en France, c'était l'œuvre de ceux qui, dans le sillage de celui qui a le plus directement et immédiatement fait le lien entre des nouvelles représentations anthropologiques, des nouvelles représentations scientifiques et la constitution de ce qu'on pourrait appeler une idéologie sociologique, à savoir Fouillé, s'est aussi développée l'idée de cette société comme un organisme. L'idée d'une société comme un organisme modifie donc complètement l'idée de l'indépendance, l'idée de la solidarité et l'idée de la dette sociale. La deuxième grande révolution intellectuelle, c'est celle qui s'est traduite par une reconceptualisation de la question sociale. La question sociale était une question qui était comprise sur un mode subjectif. La question sociale, le paupérisme, était un problème de comportement, était un problème d'attitude. Le paupérisme était donc une question à gérer à partir de la vie, de la pratique et des attitudes des individus. À la fin du XIXe siècle, la question sociale n'est plus appréhendée comme un problème subjectif, mais comme un problème objectif. Et c'est la grande révolution qui est celle de la socialisation de la notion de responsabilité et de l'introduction de la compréhension des problèmes sociaux sur la modalité d'un risque, c'est-à-dire d'un fait social objectif, qui non seulement est un fait social objectif, mais qui est un fait social calculable. Il y a bien évidemment également les données d'une conjoncture politique. On oublie trop facilement à quel point la transformation des sociétés européennes, et nous le verrons aussi américaines à la fin du XIXe siècle, a été liée à la peur des révolutions. C'est évident dans le cas de l'Allemagne, puisque toute la politique sociale de Bismarck, il l'a exprimé lui-même
dans de très nombreux discours a été lié à la peur de la montée en puissance du socialisme en Allemagne. C'est aussi évident en France, quand l'on se tourne vers les réactions qui ont été celles des républicains à la montée en puissance des socialistes aux élections de 1893 et 1898. Mais là, cela a également été le cas dans des pays que l'on pense volontiers maintenant beaucoup plus à l'écart de l'histoire de cette crainte révolutionnaire, à savoir l'Angleterre. On vient de publier récemment tout un volume des écrits politiques de George Orwell. Et on voit qu'en 1945 encore, l'idée d'une possible révolution, au sens primaire du terme, était encore très présente en Angleterre. Au moment du People's Budget de 1909, qui a marqué une rupture considérable dans l'histoire parlementaire et politique anglaise à travers les décisions prises par Lloyd George, on voit aussi très souvent affirmer ce problème de la possibilité d'une révolution en Angleterre. Et ce sera un grand thème du début des années 1820, au moment qui sera celui de la Grande Grève générale en Angleterre et de la montée en puissance de Ramsay MacDonald dans le Parti travailliste. Il y a enfin, à côté de ces éléments de révolution intellectuelle et qu'on pourrait appeler de conjoncture politique, des éléments de conjoncture internationale liés aux deux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945 qui ont mis à l'épreuve le sentiment nouveau d'une épreuve commune. Et que cette révolution de la redistribution qui aura marqué les démocraties industrielles pendant du début du XXe siècle jusqu'en fait à la fin des 30 glorieuses. Et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de rupture par rapport à ce qui a été, je dirais, ce moment historique de la redistribution dans les sociétés démocratiques. Et si je fais ce cours, c'est pour m'intéresser à la compréhension des conditions dans lesquelles s'est opérée cette rupture. Et pour analyser les conditions dans lesquelles s'est opérée cette rupture, eh bien, ce cours sera bien sûr consacré, je dirais, à la préhistoire longue de ces questions-là, pour voir comment l'idée d'égalité s'est forgée et comment elle a évolué. Mais pour revenir à ces questions initiales, à titre d'introduction à ce cours, il faut comprendre ce qui est décisif, comment s'est déclenchée cette crise de l'État-providence, ou si l'on veut aussi, cette crise de l'État fiscal, puisque dans la littérature, le terme de crise de l'État fiscal apparaît au tout début des années 70, avant même que la notion de crise de l'État-providence apparaisse, puisque le terme de crise de l'État-providence, je l'ai personnellement employé dans un livre de 1981 et que la même année, l'OCDE faisait publier un rapport sur la crise de l'État protecteur. Il y a indéniablement trois types de facteurs structurels qui comptent pour avoir précipité ce que j'appellerais ce divorce de l'égalité, ce divorce de l'idée égalitaire. Il y a d'abord ce qui tient à l'émergence d'un nouveau mode de production, ce qui tient ensuite à l'avènement de sociétés de défiance, et troisièmement, ce qui est lié aux nouvelles conditions d'exercice de l'égalité des conditions. Le premier point fondamental, c'est de bien comprendre le rôle que joue dans les transformations contemporaines l'avènement d'un nouveau mode de production. Ce nouveau mode de production, c'est celui du développement d'une économie de la particularité qui rompt avec ce qu'avait été l'ancienne économie de la généralité. Le capitalisme moderne, en effet, tel qu'il s'était développé à partir de la révolution industrielle, avait consisté en une gigantesque entreprise de standardisation du monde économique. Et dès le début du XIXe siècle, les historiens de l'industrie s'étaient d'ailleurs attachés à comprendre et à qualifier ce mouvement incarné dans la formation des grandes manufactures, avec la formation
de ce que des économistes comme Ure et Babbage avaient appelé la constitution d'automates d'un type inédit, organisant de façon centralisée la coopération du travail, de telle sorte que se forme, c'est leur propre terme, un système de production mécanisé, homogène et continu. Et que l'œuvre de Marx sera tout entière consacrée à élargir ses premières analyses, et que le recours aux notions de valeur d'usage et de valeur d'échange lui permettra de donner un premier cadre explicatif d'ensemble à ce phénomène. En effet, alors que la notion de valeur d'usage fait référence à la pluralité et à la complexité des liens que les hommes entretiennent avec les choses, qui les établit dans leur particularité, le capitalisme ramène au contraire ces rapports à une seule, à une unique dimension, celle de la valeur d'échange. Le capitalisme, peut-on dire pour cela, généralise le monde. Le capitalisme l'abstractise de la même façon. Et à cette économie de la généralité constituée par le développement du monde industriel a correspondu de façon concomitante la production d'une société de la généralité. Et la société a commencé à se constituer en classes, formant des identités nouvelles, modelées par le système productif à partir de ce moment-là. Et cette économie et cette société de la généralité ont marché de pair. Alors que le nouveau monde de la particularité est celui que nous connaissons aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement de dire que nous avons vécu des révolutions technologiques qui donnent par exemple la priorité aux services par rapport à la production des biens. La nouvelle économie, le nouveau mode de production, il est caractérisé par justement cette économie de la particularité. La nouvelle économie, elle consiste en effet à faire coopérer de façon flexible des compétences qui présentent à chaque fois des caractères spécifiques. Il suffit d'ailleurs de se plonger dans la littérature managériale contemporaine pour prendre la mesure de ce bouleversement. La productivité d'un salarié y est supposée indexée dorénavant sur sa capacité de mobiliser ses ressources propres et de s'investir de façon autonome dans le travail. Il ne lui suffit plus de se conformer mécaniquement à des prescriptions générales pour remplir sa fonction. Il n'a pas simplement à s'insérer dans un processus d'organisation. Il doit toujours être en mesure de s'adapter au changement, d'innover, de répondre à l'imprévu en résolvant des problèmes qui surgissent en permanence. Et s'il y a toujours des injonctions procédurales qui parviennent d'en haut à l'employé, celles-ci ne peuvent être suivies d'effets que grâce aux initiatives qu'il saura prendre en retour. Et le contrôle d'une organisation est ainsi devenu indissociable de la reconnaissance d'une certaine autonomie des salariés, même dans le cas d'emplois apparemment répétitifs. Et ce qui a traduit cette entrée dans une économie de la particularité, c'est le développement d'un nouveau vocabulaire. À la notion de qualification, c'est par exemple substituer celle de compétence. La qualification, c'est ce qui définit des aptitudes générales, des niveaux donnés de savoir-faire et qui sont susceptibles justement d'être précisément mesurés, étalonnés pour être insérés dans un système de production générale. Alors qu'être compétent, c'est au contraire, comme l'a dit un sociologue, répondre à la question « que faire ?» lorsqu'on ne me dit plus « comment faire ?» Le terme d'employabilité aussi décrit de façon convergente cette idée d'interaction entre des caractéristiques personnelles et les données d'ensemble du marché du travail ou les formes d'une organisation. On peut donc dire que dans le monde du travail contemporain, le fait est que le principal facteur de production est désormais la spécificité de la contribution de chacun au système. Et cela modifie en profondeur les instruments de la défense et de l'amélioration, bien sûr, de la condition salariée. Cela redéfinit les conditions mêmes et le concept même de l'exploitation.
Et malgré toutes ces ambiguïtés, c'est à cause de l'avènement de cette économie de la particularité que l'on voit des thèmes comme ceux de l'individualisation, du mérite, de la responsabilité monter en puissance. Alors que dans le capitalisme d'organisation, le capitalisme managérial tel qu'il était par exemple classiquement défini par Galbraith, l'efficacité était toujours conçue comme le produit d'une structure indécomposable dans laquelle la responsabilité était foncièrement socialisée, alors qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle appréhension de ce qu'on peut appeler l'imputation des responsabilités, et une recherche presque obsessionnelle de l'imputation des responsabilités, alors que la vision managériale telle que l'exprimait à l'état du capitalisme qu'il analysait à Galbraith était au contraire celle de la socialisation à travers la notion d'organisation. Dans ces cas-là, ce que décrivait Galbraith, c'était une machine globale dans laquelle le rôle des personnalités était finalement secondaire. Et le terme même du manager, c'est le metteur en forme d'une organisation impersonnelle. Et ça n'est pas le leader ou ça n'est pas l'entrepreneur, tel qu'on le voit aujourd'hui. Il y aurait d'ailleurs là une réflexion que certains économistes sont actuellement en train de faire pour réfléchir la particularité de ce capitalisme d'organisation. Certains suggèrent, des travaux commencent à le montrer, que ce qui a caractérisé ce capitalisme d'organisation, c'est qu'il n'était pas un capitalisme d'innovation. Et beaucoup de travaux économiques commencent à être faits, notamment sur une nouvelle recaractérisation des Trente Glorieuses, pour montrer que pendant les Trente Glorieuses, il n'y a eu en fait aucune innovation scientifique et technologique majeure. Que la révolution de l'électricité, elle est précédente, que la révolution de l'atome, elle était acquise avant les Trente Glorieuses, que les révolutions de l'énergie, elles étaient acquises, que les révolutions du transport, elles étaient acquises. Alors que c'est à partir, à la fin des Trente Glorieuses, que sont apparues de nouvelles révolutions liées évidemment à l'informatique. Et donc ce capitalisme d'organisation, ce moment du capitalisme de la généralité n'a pas été un moment du capitalisme d'innovation. Et que le capitalisme d'innovation, qui avait été celui de la première révolution industrielle et de la révolution industrielle actuelle, introduit évidemment une rupture avec cette vision de la socialisation de la responsabilité. L'innovation introduit une individualisation des perceptions. Le deuxième grand point de l'évolution générale des sociétés contemporaines qui a un rapport à ce divorce de la représentation de l'égalité et de l'inégalité dans les sociétés, de la différence admissible et de la différence inadmissible, est lié au développement de ce qu'on a appelé des sociétés de défiance. Je ne développe pas là fondamentalement cette question puisque nous aurons le temps d'y revenir très longuement dans le cours. Je souligne simplement qu'il y a une façon aujourd'hui de lier le thème de la défiance au thème de l'hétérogénéité qui tend à devenir dominant dans les sciences sociales et qui s'opère dans une ignorance assez complète de ce qu'était le traitement de cette question de l'homogène et de l'hétérogène dans l'histoire de la sociologie. Deux grands sociologues ont bâti en partie leur œuvre sur justement cette réflexion sur les rapports de l'homogène et de l'hétérogène, c'est Tard et Simmel. Toute la théorie, quand on reprend ne serait-ce que le livre sur les lois de l'imitation de Tard, les lois de l'imitation de Tard, c'est une réflexion sur le passage de ce qu'il appelait le règne de la mode, le règne de la coutume au règne de la mode. Et c'est au contraire une réflexion sur les conditions dans lesquelles c'est l'introduction de l'hétérogène qui a produit de l'égalité dans les sociétés modernes. Alors que toute la théorie sociologique actuelle essaie de montrer qu'au contraire, c'est l'homogène qui avait été le facteur de l'égalisation et le facteur de la redistribution, le facteur de la solidarité. Il y a un historien danois qui a expliqué de façon assez amusante, mais certainement très discutable, les raisons pour lesquelles il y avait un niveau de solidarité extrêmement fort dans les sociétés scandinaves. Il écrivait « Il y a 350 ans, le Danemark était un vaste empire
Mais sa chance fut d'avoir perdu toutes les guerres qu'il avait entamées. Parce qu'à chaque fois qu'il perdait une guerre, il perdait une minorité. Il a perdu les Lapons, puis les Suédois, puis des Norvégiens, puis des Allemands, jusqu'à ce qu'il ne reste plus au Danemark que les Danois. Et l'incroyable homogénéité culturelle, linguistique et religieuse du pays, réduite à sa portion congrue à partir de 1864, est ainsi devenue le terreau sur lequel a prospéré un nationalisme coopératif et social. Et donc certains disent à l'inverse, eh bien c'est justement parce que le Danemark a retrouvé des formes d'hétérogénéité avec l'immigration que l'État-providence s'est mis à vaciller. Alors cette question qui est fondamentale, elle était aussi un des centres de la réflexion de Simmel. Bien sûr, nous consacrerons à cette question beaucoup d'attention tant elle est décisive. Un autre facteur à jouer, indépendamment de la réflexion générale sur cette défiance, c'est ce qu'on peut appeler le sentiment transformé de la dette sociale. Le sentiment transformé de la dette sociale naît notamment à travers ce que j'ai appelé dans un de mes ouvrages la levée du voile d'ignorance. Mais le troisième grand facteur, après la transformation du mode de production, les formes de société de défiance et les nouvelles compréhensions de la fonction de l'homogène et de l'hétérogène dans la production de la solidarité, dans les visions de l'égalité, c'est aussi une nouvelle perception, ou on pourrait même dire une nouvelle fabrique sociologique de l'égalité des conditions. Nous sommes passés d'une égalité que j'appellerais agrégative à une égalité dissociative. C'est un problème clé car la notion d'égalité des conditions a évidemment été le moteur de l'idée égalitaire. J'insisterai d'ailleurs dans le cours sur le fait que le terme même d'égalité des conditions, qui a été rendu célèbre par Tocqueville, se trouve dans la littérature juridique et sociologique des XVIe et XVIIe siècles. La notion même d'égalité des conditions ou d'inégalité des conditions n'a rien d'une invention du XIXe siècle. Cette notion d'égalité des conditions, elle a d'abord eu une dimension agrégative. Pourquoi ? Parce que l'égalité des conditions était ce qui établissait chacun dans sa généralité. Et c'est la généralité qui était producteur d'identité d'individus. Eugène Pottier, celui qui écrira à l'Internationale, a écrit une petite chanson très amusante sur le vote universel, au début de 1848, dans lequel il dit « Tout Français est électeur, quel bonheur, moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous v'là au rang d'homme. » Et donc, c'est de dire qu'à ce moment-là, la conquête de l'égalité, c'est de devenir pleinement homme. Et donc, l'égalité est un mouvement de reconnaissance de l'égale généralité de chacun. Donc, on peut dire qu'il y a un mouvement de construction agrégatif de l'égalité. L'égalité est agrégative car elle est fondée sur la reconnaissance de la généralité qu'il y a en chacun. Alors que la nouvelle égalité des conditions, elle fait appréhender autrement le sens de la similarité. Et d'une égalité par le sentiment d'une identité universalisante, on va passer à une identité de distinction. L'expérience des discriminations, elle était liée à une expérience des offenses à la généralité de chaque individu. En 1789, je vais analyser ça assez longuement, mais en 1789, le sentiment de discrimination était lié au fait de ne pas être considéré de la même humanité que les autres. Donc c'était la constitution de son identité en tant qu'humain à part entière. Alors que maintenant, des expériences de discrimination sont davantage liées à des expériences pratiques d'humiliation, de dénégation de soi, à des éléments de négation d'une identité particulière. Et elles s'enracinent dans le fait que ce qui définit l'individu est lié à la multiplicité
des définitions de lui-même et non plus simplement à sa définition en tant qu'humain dans sa généralité. Et c'est donc le groupe restreint ou les formes d'identité plus restreintes qui vont devenir l'espace de perception de l'égalité. Ces trois facteurs, ils ont modifié en profondeur la perception des liens de l'individu à autrui. Et le problème n'est pas, comme on l'a dit trop souvent, celui du développement d'un individualisme ou d'une individualisation, au sens vulgaire du terme, la vision holiste contre la vision atomiste, si l'on veut. Mais ce qui est en question, c'est bien davantage une recomposition de la perception des fondements à la fois de l'identité individuelle et de la production du commun. Et c'est ces différents facteurs qui ont conduit, nous en analyserons bien plus précisément évidemment les modalités, au déclin de l'égalité redistributive. En a résulté ce que j'appellerais une dénationalisation des sociétés démocratiques. Cette dénationalisation des sociétés démocratiques est une autre façon de traduire et d'appréhender le mouvement de désolidarisation qui s'opère en leur sein. Mouvement qui s'opère d'une double façon. Il y a d'abord ce que j'appellerais des effets généraux de séparatisme, ce que des économistes comme Alesina à Harvard ont appelé le downsizing des nations, c'est-à-dire la tendance à la réduction de la taille des nations. Cette réduction, cette tendance à la réduction de la taille des nations, c'est un phénomène fondamental qui était observé depuis un certain nombre d'années et qui va en s'accroissant sous bien des modalités, par le développement ne serait-ce que du nombre de nations représentées aux États-Unis ou les formes de séparatisme qui se manifestent au niveau de régions. Et l'Europe est un bon exemple de ces tendances au séparatisme régional. Évidemment, ce qui est le moteur de ces tendances au séparatisme, c'est la volonté de ne plus faire État-providence commun avec un certain nombre de populations. Et l'exemple belge de la tension entre Flandre et Wallonie est à cet égard tout à fait exemplaire, puisque ce qui était l'élément déclencheur et qui continue à être l'élément vecteur de cette tension entre les deux régions de la Belgique, c'est justement cette question des coûts comparatifs de l'État-providence dans chacune des régions. L'État-providence coûtant un peu plus cher en Wallonie qu'en Flandre. Donc, il y a ces effets de downsizing des nations, d'un certain côté, et de l'autre côté, on pourrait dire qu'il y a une forme de dénationalisation par le bas. C'est le fait que la solidarité s'exerce sur des espaces plus restreints. Et là, il y a toute une réflexion à faire, notamment qui est très présente dans la société américaine, peut-être plus directement articulée qu'en Europe, sur ce qu'on appelait aux États-Unis le nouveau fédéralisme. Le thème du nouveau fédéralisme aux États-Unis, c'est celui d'une réflexion sur la nécessité de transformer les attributions fédérales pour descendre la solidarité vers le local. C'est une relocalisation, si je peux dire, une délocalisation de la solidarité. Alors, ce phénomène s'observe dans beaucoup d'endroits en Europe, mais il n'a pas connu la même théorisation qu'aux États-Unis, alors que le nouveau fédéralisme était très théorisé aux États-Unis, et j'aurai bien sûr l'occasion d'en parler en détail. Et bien sûr, à côté de ces effets de séparatisme généraux, il y a ces traductions économiques, c'est-à-dire sur les formes de réduction du montant de la solidarité. Ce sont toutes les questions qui sont liées soit à la fuite devant l'impôt, soit à la mise en place de consensus qui ont tout de même été spectaculaires dans nos sociétés sur la réduction du prélèvement fiscal, ou en tout cas, disons, des prélèvements fiscaux les plus sensibles.
Je rappelle qu'au début des années 80, le taux marginal supérieur d'imposition sur le revenu en France était de 65%, avec une surtaxe pendant 2 ans de 3%, c'est-à-dire de 68%. Et qu'il y a eu des temps précédents en Angleterre sur l'imposition du capital. Au moment où Mme Thatcher est arrivée au pouvoir en Angleterre, le taux d'imposition marginal des revenus du capital était de 80% en Angleterre, au moment où Mme Thatcher est arrivée. Donc ce n'est pas une histoire ancienne. Et il y a eu des taux d'imposition extrêmement spectaculaires aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir, dans l'Amérique de l'entre-deux-guerres et jusque dans celle des années 1950. Il y a à côté de ces effets de séparatisme ce que j'appellerais une dénationalisation par le haut. C'est-à-dire le séparatisme est une force qui tend évidemment à transformer les conditions de détermination de ce qu'on pourrait appeler les espaces redistributifs et l'intensité de la redistribution. Et la dénationalisation par le haut, elle s'opère sur le fait que les phénomènes liés à la reconnaissance peuvent s'appuyer sur des formes de droit qui ne sont pas celles de la nation. Regardons par exemple la façon dont le droit européen a joué un rôle central dans les sociétés européennes dans la construction du droit des discriminations. C'est le droit européen, beaucoup plus que les droits nationaux, qui a joué un rôle important en la matière, en tout cas spécialement dans le cas français. Donc on peut dire qu'à côté d'une dénationalisation par le bas, en matière d'espace de solidarité et de conditions de la redistribution, il y a une forme de dénationalisation par le haut. Et que la dénationalisation par le haut, elle concerne, je dirais, les formes d'égalité liées au phénomène de reconnaissance, alors que la dénationalisation par le bas concerne les phénomènes liés à une réduction de l'intensité redistributive. Peut-être que je reviendrai sur certains de ces aspects-là en conclusion du cours l'année prochaine, mais il est bien évident que ces évolutions ont des conséquences politiques fondamentales. Elles ont des conséquences politiques fondamentales parce qu'elles transforment radicalement la nature du rapport entre la droite et la gauche, puisqu'on peut dire qu'historiquement, la gauche s'était définie comme le parti de l'égalité redistributive, et que la remise en cause de l'égalité redistributive pose évidemment des questions décisives concernant la géographie des clivages politiques et l'organisation même des clivages politiques, l'égalité-reconnaissance, l'égalité libérale, si l'on veut, c'est comme ça souvent qu'on l'a déterminée, n'obéissant pas aux mêmes formes de clivage. La question que nous aurons à nous poser, et à laquelle j'essaierai d'apporter une réponse à la fin du cours, c'est: ce mouvement est-il réversible ? Ce divorce égalitaire est-il réversible ? Pour répondre à cette question-là, je crois qu'il le serait très difficile d'y répondre si on ne revenait pas à l'histoire, si on ne comprenait pas les conditions même de formation de ce que j'appellerais l'esprit de l'égalité démocratique. Le problème, en effet, dans les démocraties, c'est qu'on a fini par autonomiser l'égalité redistributive en la coupant de cet esprit de l'égalité qui définissait, j'y viendrai dès l'heure qui va suivre, l'égalité comme rapport social et non pas simplement comme répartition de revenus. Et c'est d'ailleurs tout le problème qui est posé par la théorie contemporaine de la justice. Car toutes les théories contemporaines de la justice, de Rawls à Sen, se sont définies prioritairement et même uniquement à partir de la question de la détermination des règles de la redistribution et de la nature des ressources à redistribuer. L'œuvre de Sen, c'est très largement une œuvre qui est construite sur la reconsidération de la nature des ressources à redistribuer, à partir de son idée majeure et fondamentale qu'on ne doit pas simplement redistribuer des biens primaires, mais qu'on doit redistribuer des possibilités, ce qu'il a appelé des capabilités. Et l'œuvre de Rawls, bien sûr, est exemplaire de ce qu'on peut appeler les conditions dans lesquelles on va définir des règles de redistribution.
des règles légitimes de redistribution. Mais que toutes ces théories contemporaines ont perdu de vue ce qui était, nous allons le voir, ce qui était le centre des réflexions sur la justice au moment, je dirais, de la fondation des démocraties, à savoir une réflexion sur la nature même de la société démocratique, c'est-à-dire la relation démocratique. Et le plan du cours va donc être le suivant. Cette année, nous allons nous intéresser d'abord à considérer et à appréhender l'esprit révolutionnaire de l'égalité. Quel est l'esprit révolutionnaire de l'égalité en France et en Amérique, dans les deux pays? Et je vais analyser cet esprit révolutionnaire de l'égalité à partir de trois catégories. La catégorie qui va nous conduire à réfléchir ce que veut dire un monde semblable, la catégorie de l'égalité comme similarité, la réflexion sur l'égalité comme catégorie de l'indépendance, une société d'individus autonomes, et l'égalité comme une catégorie participative, la citoyenneté. Et comment ces catégories à travers lesquelles a été originellement pensée l'égalité ont conduit à secondariser la question des inégalités de type économique. Et j'analyserai ensuite, dans un deuxième temps, comment s'est opérée justement la rupture dans cet esprit de l'égalité, cet esprit premier de l'égalité, et en voyant toutes les conséquences considérables que ça a entraîné jusqu'à cette révolution de la redistribution. Et l'an prochain sera consacré davantage à l'examen des problèmes contemporains, qui nous amènera à revisiter aussi toute la question que nous aurons reconstruite historiquement, à la fois non seulement des théories de l'égalité, mais également des justifications de l'inégalité, et ce que j'appellerai les pathologies et les utopies de l'égalité, dont nous examinerons le chemin, les formules, les formes de réalisation au XIXe siècle. Et à la fin de cette investigation, à la fin de cette recherche, peut-être pourrais-je apporter quelques éléments de réponse à cette question que je viens de poser sur la réversibilité de ce divorce de l'égalité. Comme j'arrête là cette première heure, comme toujours dans ce cours, je fais une petite pause technique de 2-3 minutes en restant là, et nous reprenons dans 2 minutes la poursuite du cours, la deuxième heure étant consacrée justement à entrer dans le vif de notre sujet à partir du début de la présentation de la réflexion sur ce que veut dire un monde semblable.